Alors, nous allons passer au panel numéro 6 sur faire de l'enfermement l'exception. Et un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité pour présider ces panels sur une question, comme toutes les autres, d'actualité. Vous êtes prête? Non? Alors, j'ai lisé ce matin... J'ai lisé ce matin que même les maires de Lesbos s'est approprié de l'idée selon laquelle Lesbos est devenu Guantanamo de l'Europe. Et je me disais, voilà, c'est vraiment faire de l'enfermement à l'exception, c'est vraiment une question d'actualité pour qu'on puisse plus dire que Lesbos est le Guantanamo de l'Europe. Et sur cette question, je vais donner tout de suite la parole à Madame Dana Yangeli, qui est avocate au barreau d'Athènes. Okay, so thank you again. So I will just say a few comments about detention and the way it has been used in the, for the implementation of the EU-Turkey deal. I will talk primarily about the use of detention as a policy tool. We know that detention is lawful, it's provided both under EU law and under national law in the context of migration management. We know that even the European Court of Human Rights has accepted detention as a legitimate tool, of course under specific conditions, but we understand that its restrictive use is an acceptable method of migration and even asylum management. In line with this broader context, detention is foreseen under the Greek law. Depending on the situation, we have detention at the border, we have detention in the context of asylum, and we have detention in the context of removal as a pre-removal tool. The Greek law foresees very specific conditions under which detention is allowed. I will not get into detail in all of those grounds, but in a nutshell, reasons as national security, risk of absconding, determining the identity, preventing abuse of the asylum system are grounds that are foreseen in the Greek law and that allow either the detention at the border, when it is so at the border, up to 25 days of detention is allowed in order to verify the identity of the new arrivals. In the context of asylum, if a detainee applies for asylum, up to 3 months detention is accepted to verify the asylum claim. In the context of removal, up to 18 months is foreseen. In the Greek policy context, over the last 10 years, we had fluctuations. So in the past, detention with a view to ensuring a person's, an irregular migrants or rejected asylum seekers removal from the country was up to 3 months, then it became 6 months, 18 months. It reached its peak in 2012 when we introduced, 2014 actually, when we introduced indefinite detention. We had the policy of the famous policy arrest, detain, return, where the ministry officially announced that from now on, all irregular migrants entering the country are going to be placed in detention until they agree to be returned. And then it said, with the exception of asylum seekers, if you are entitled to international protection. So. The new government in 2015 announced that this would no longer be tolerated, and then we switched to accept and integrate. The EU-Turkey deal returned us now back to the previous policy. We have an increasing again use. In fact, I will share now my experience from being myself on Lesbos that day. So on 20 March in the morning when the EU-Turkey deal took effect, I was actually in Moria. The EU-Turkey deal took effect at 6 a.m. in the morning. In practice, this meant everybody who arrived on Lesbos and got fingerprinted up to 5:59 could take the paper and leave Lesbos. At 6 a.m. in the morning, the gates closed and they said, now the EU-Turkey deal takes effect. And everybody got stuck inside for the next months. I want to just raise a few thoughts on the use of detention, of systematic detention as a policy tool. And I will refer to a study that
I was part of, in which we reviewed the policy. It was called the MIDAS research project, and we reviewed the use of detention in the period 2012 to 2014, so when it was at its peak, when really systematic and indefinite detention became a part of Greece's policy. We did not review the legitimacy of detention. We simply reviewed its policy effective. What we did was first of all, we calculated the cost of detention. And then we examined to what extent it had achieved the government's objectives, which was to return. Naturally, we concluded it was too expensive and it had not secured the return of the people it aimed to. I will just say, like in a few, yes, I have 2 more minutes, so I will just talk about the Migdaleza Pre-Removal Center. The Migdaleza Pre-Removal Center was opened in 2012 with a capacity of 2,000 inmates. It was a very big project. 3 million euros were spent to build it, and it had an annual operational cost of 10.5 million euros. Roughly 14 euros per person per day. It was advertised as quite heavily by the government as the best detention center that existed. It got very heavily criticized by the CPD about the inadequate standards of detention. We examined between 2012 and 2014, apart from the cost, to what extent it had actually secured the return of the inmates. Our results were the following. So we found that in 2 years, 9,677 detainees had been registered in total. So 10,000 people almost had passed from Migdaleza. The main nationalities at the time were Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, actually deportable nationalities, right? And they were faced not just with 18 months detention, but they were caught in the trap of indefinite detention. Our results showed that out of those 10,000 people, 27.9%, so 27.9, returned, either forcibly, half of them around were forcibly, and half of them were voluntarily. 22.9 applied for asylum. This means they would not be immediately returned, but they were just kept in detention. And for 48.6%, there was nothing. Detention did not fulfill its purpose because they were not returned, but they did not also regularize their stay in either way or the other. They just remained in detention until they would be released. That's it. So there are important differences of that time and to this time, and to draw immediately parallels would also exceed the scope of this time and the conference. But the way I want to close is just that detention, which is a part of the EU-Turkey deal, and Greece is indeed using it, is a quite controversial legal tool, and it overlooks, in my opinion, the fact that when you have persons in a situation of despair, either because they paid so much to the smuggler, either because of the poverty, or either, as we deal primarily now, because of a civil war, it is highly unlikely that the threat of detention will secure that that person will actually return to his or her home country. It may push him maybe to go to the transit country of Turkey, and I have experienced this in Lesbos, because there is another smuggler there waiting and has promised that they can move them forward. But it will not necessarily have the long-term result that they will have. And I think in the latest now report on the implementation of the EU-Turkey deal, the Commission found that since its start, only 1,900 almost people have been returned to Turkey out of the 50,000 that were trapped on the EU-Turkey deal. So that's it. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réflexions très intéressantes, et je vais tout de suite donner la parole. Donc, si j'ai bien compris, c'est une intervention en binôme, c'est ça? Donc, à Olivier Clochard, qui est chargé des recherches géographie à l'Université de Poitiers, et à Madame Lucie Bacon, qui est doctorante à l'Université de Poitiers aussi en géographie. Bonjour.
Alors, pour notre part, j'ai la voix un peu cassée, donc j'espère que je vais arriver au bout. Pour notre part, que nous parlions donc à titre universitaire ou en tant que membre de Migre-Europe, donc un réseau dont on a fait allusion ce matin, qui est un réseau d'ONG et de chercheurs, l'idée que nous défendons donc est la même, à savoir que l'enfermement des personnes étrangères, pour le seul fait de ne pas avoir de titre de séjour en règle, doit être banni. Si vous le souhaitez, on pourra revenir plus précisément dans les débats qui suivront, si on a le temps, sur les raisons humaines, économiques, juridiques, rationnelles qui motivent ce positionnement sur lequel nous travaillons depuis près de 15 ans. Mais il est vrai que si les autorités des différents pays feraient de l'enfermement une réelle exception, reste à s'entendre qu'est-ce qu'on entend par le terme d'exception, un pas très important serait fait dans le respect des droits fondamentaux. Donc cette communication repose sur des travaux qui ont été menés donc, au sein du réseau Migre-Europe, par l'envoi de volontaires, plusieurs missions de terrain, de quelques semaines à plusieurs mois, mais aussi par des enquêtes que Lucie mène aussi dans le cadre de sa thèse en Serbie et en Macédoine. C'est pour ça qu'on va élargir un peu le champ géographique. Donc nous rappellerons dans un premier temps la façon dont les mesures exceptionnelles relatives à l'enfermement des migrants sont présentées dans les textes, que ce soit à l'échelle de l'Union européenne ou dans ceux des législations des États de cette région. Puis, dans un deuxième temps, nous vous présenterons rapidement la manière dont l'enfermement des étrangers a évolué depuis donc, l'accord du 18 mars 2016. Et ce, dans plusieurs pays des Balkans, Bulgarie, Macédoine, Serbie et bien sûr la Grèce et Turquie. Et nous évoquerons donc, voilà. Donc à l'échelle de l'Union européenne, au sein de la directive retour, donc qui est le principal texte qui énonce de manière plus ou moins précise les règles qui doivent prévaloir dans les lieux de rétention administrative au sein des pays membres et dans une certaine mesure des pays candidats à l'Union européenne, les mesures exceptionnelles relatives à l'enfermement sont mentionnées seulement pour des catégories de personnes, comme à l'article 17, où il est dit que c'est destiné aux mineurs et non accompagnés, aux familles, où on évoque le dernier ressort et pour la période appropriée, la plus brève possible. Ce qui est normal que l'exception soit peu mentionnée, étant donné que ce texte concerne l'enfermement des personnes. Donc la question de l'exception est davantage évoquée dans d'autres textes européens. Et si on reprend la question de la directive accueil, on voit qu'en 2003, la directive donc, évoque de manière très succincte 3 fois le terme de rétention est employé pour les demandeurs d'asile qui sont placés dans ce type d'établissement. Et donc avec la refonte du paquet asile qui s'est terminée en 2013 et qui était appliquée donc à partir de 2015, l'idée est actée que la rétention administrative devienne un moyen pour accueillir les demandeurs d'asile. Et donc là, on voit qu'il y a les articles 8, 9, 10 et 11 qui sont consacrés à ce type de mesures pour ces personnes. Donc on a les précautions habituelles qui sont mentionnées, je passe dessus, mais voilà, on voit que les autorités prescrivent à dose homéopathique l'idée que de plus en plus de requérants vont être conduits dans ces établissements fermés, avec 2 tendances, je dirais, pour être très rapide, qui s'opèrent aujourd'hui, des approches teintées d'euphémisme, comme les hotspots, et des manières plus assumées de la part des autorités, comme en Bulgarie, voire en Hongrie. J'aurais pu parler de la directive Dublin, mais j'en parlerai pas. Mais voilà, ça aussi, avec la nouvelle refonte, ces questions-là sont également évoquées. Et enfin, au regard de la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, il est mentionné, donc là je cite, que l'intensification des efforts en matière de sécurité par les gardes-côtes et policiers turcs. Donc on voit qu'avec ce processus, ce type de terminologie va conduire nécessairement à ce que davantage de migrants soient enfermés. Et si la question de l'exception n'est pas forcément mentionnée, on voit que la déclaration UE-Turquie priorise les retours des exilés depuis la Grèce vers la Turquie, ça a déjà été dit, au détriment de l'accès à l'asile. Donc si cette mesure n'a pas eu les résultats, je dirais, espérés de la Commission européenne et des États membres, elle encourage nécessairement le recours à l'enfermement des migrants. Et c'est des choses aussi qu'on peut retrouver aussi au sein des pays des Balkans. Donc en ce qui concerne la dite route des Balkans, et notamment la Serbie et la Macédoine, ces 2 pays prévoient dans leur législation l'enfermement des personnes entrées ou séjournant de manière irrégulière sur le territoire. À ma connaissance, concernant ces 2 pays, la question de l'exception n'est pas mentionnée. Alors, depuis 2001, la Macédoine, elle dispose d'un centre de rétention à Razibaba, dans la banlieue de sa capitale, Skopje, et la législation prévoit une durée maximum d'enfermement de 12 mois. Quant à la Serbie, elle dispose depuis 2004 d'un centre de rétention à Padinka dans la banlieue de Belgrade, où là, la législation serbe prévoit une durée maximum d'enfermement de 180 jours.
Mais en pratique, les personnes sont souvent détenues dans des prisons de district, il en existe une dizaine dans tout le pays, pour une durée de 5 jours ou quelques heures, si elles ont les moyens de payer pour sortir immédiatement. Puis elles sont soit renvoyées en vertu des accords de réadmission, provoquant des refoulements en chaîne, soit, deuxième option, elles déposent une demande d'asile qui leur permet de recevoir un papier qui s'appelle le 72 Hours Paper et qui leur donne donc 72 heures pour rejoindre un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou pour quitter le pays. Alors la construction de ces lieux d'enfermement, elle est plus largement révélatrice de 3 tendances que l'on observe en Europe et au-delà, la multiplication des camps, la diversification des formes de camps et également l'augmentation des capacités d'accueil. Rappelons aussi que la mise en place de ces dispositifs, elle va de pair, en fait, elle s'insère même dans le processus d'élargissement de l'Union européenne. La mise en place de ces lieux d'enfermement, elle procède, 1, de conditionnalité dans le cadre des processus de préadhésion, comme ça a été dit tout à l'heure, et 2, de financement offert par les programmes européens. Alors disons que la situation que je viens de décrire, elle correspond à une situation qu'on pourrait qualifier de normale, avec d'énormes guillemets bien sûr, avant le printemps 2015. On a des pays donc, qui, comme vous le voyez sur ces cartes, sont équipés de centres de rétention administrative et de centres d'accueil et d'hébergement pour demandeurs d'asile. À partir du printemps 2015, les Balkans deviennent la principale voie d'accès à l'Union européenne. En octobre 2015, les chefs des États balkaniques et des pays membres de l'Union européenne se réunissent et décident de la mise en place de ce qui a été appelé le corridor. Sa fonction officielle, faciliter et accélérer l'acheminement des personnes de la frontière gréco-macédonienne jusqu'en Allemagne. Jusqu'en novembre 2015, ce corridor se consolide précisément autour d'une quinzaine de camps. Ces camps sont alors des camps dits de transit pour répondre aux besoins de première nécessité tout au long de la route, mais aussi, bien sûr, pour canaliser les mouvements dans des parcours fléchés et enregistrer, filtrer, contrôler les personnes. Alors en quelque sorte, on peut dire qu'en mettant en œuvre le transit effectif et relativement efficace tout au long d'une route digne de ce nom, du nord de la Grèce jusqu'en Allemagne, le corridor semble, on peut poser la question en tout cas, avoir honoré, rendu justice aux termes de route et de transit que tu évoquais tout à l'heure, Florian, termes qui sont employés par l'Union européenne plutôt dans une perspective de restriction des mouvements et de contrôle des migrations. Alors en mars 2016, suite à la décision de fermeture du corridor par les États des Balkans, ces centres de transit deviennent des centres fermés, où sont retenues les personnes prises au piège dans les no man's land et sur les territoires serbes et macédoniens. De nouveaux camps sont construits et les centres pour demandeurs d'asile sont mobilisés. Des campements informels apparaissent aux frontières et donc confirment qu'on ne prend pas la direction de l'exception, mais bien au contraire la direction de la multiplication et de la diversification des camps, ainsi que de la banalisation de l'enfermement. Alors, je vais passer sur la Grèce parce que je vois que le temps il passe et on n'aura pas le temps de l'évoquer, mais dire simplement un mot aussi sur la question de la Bulgarie. Et ce matin, ça me faisait penser aussi que la Bulgarie avait demandé à un moment donné que cet accord entre l'UE et passé entre l'UE et la Turquie soit également étendu à ses frontières. Donc c'était assez intéressant aussi de le rappeler. Et on voit que cet autre pays limitrophe qui a été confronté à des arrivées importantes au cours des années 2012-2013, a eu recours aussi à l'enfermement et continue, bien entendu, avec des lieux qui peuvent être considérés comme tels, voire en dehors de tout cadre légal. Et donc ça, on pourrait y revenir peut-être dans les débats. Ouais. Du coup, on s'est évidemment posé donc la question avec Olivier de quelles évolutions de l'enfermement des étrangers donc depuis l'accord du 18 mars 2016. D'abord, il semble que ce n'est pas vraiment l'accord UE-Turquie qui a eu une influence sur la question relative à l'enfermement des étrangers, mais c'est plutôt, en quelque sorte, la situation dans les Balkans qui a eu un effet sur l'accord UE-Turquie. Lorsque la Slovénie, suivie de la Croatie, de la Serbie et de la Macédoine, annonce la fermeture de la route des Balkans, alors comprendre ici plutôt la fermeture du corridor, cela augmente la pression sur l'Union européenne et notamment la Grèce puis la Turquie, pour finaliser un accord destiné à réguler les flux de personnes traversant la mer Égée pour arriver en Grèce. Pourquoi ? Parce que cette décision de fermeture du corridor, et donc de fermeture des frontières qui étaient jusque-là ouvertes dans le cadre de ce corridor, accroît le risque de crise humanitaire en Grèce, dans une Grèce qui, rappelons-le, est déjà énormément sous pression. Vous rappellerez sans doute la situation à Idomeni. En fait, les conséquences de l'accord UE-Turquie sur la question relative à l'enfermement, on pourrait dire qu'elles sont moindres, dans le sens où finalement on pourrait inscrire l'enfermement dans une sorte de continuité. Ok. Alors,
Sur la question de la Grèce, donc vous voyez la carte là, qui montre ces hotspots, qui est vraiment une des conséquences de cet accord, donc avec des hotspots qui ont été mis en scène donc, à partir du printemps 2015 et qui s'apparentent donc à un nouvel habillage des politiques européennes visant à créer donc, des lieux d'internement aux frontières de l'Union européenne. Dans le sens où nombre de ces camps fonctionnaient déjà ou avaient déjà été utilisés avant l'officialisation de ces hotspots. Que ce soit en Italie, que ce soit en Grèce, on voit déjà qu'il y a une continuité qui s'opère au niveau de ces établissements. Donc ces hotspots qui ont été initialement présentés comme des centres ouverts de premier accueil se sont très vite refermés comme un piège sur les migrants, car comme le plan l'indique qui devrait suivre, on voit qu'on a affaire à un véritable dispositif d'enfermement et de tri des migrants qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne. Donc ça, c'est un plan qui a été réalisé par Laurence Pillan, qui a soutenu sa thèse d'ailleurs, notamment sur toute la politique grecque en termes de confinement et de contrôle des frontières. Donc voilà. Donc ces hotspots illustrent, je dirais, à leur manière, la rationalisation, l'industrialisation des lieux de rétention administrative qui s'opère dans les pays de la région, mais qui s'opère aussi à l'échelle de l'Union européenne et voire dans les États voisins, dans le sens où on a de plus en plus de camps avec des capacités assez importantes qui se mettent en place, notamment à proximité des aéroports. Donc l'objectif de la Commission européenne et de nombreux États membres est que ces conditions, entre guillemets, offertes aux exilés puissent dissuader celles et ceux qui auraient pour projet de rejoindre la Grèce, l'Italie ou d'autres pays. Or, on voit bien que ces projets, encore une fois, sont voués à l'échec, car, d'une part, les effectifs des relocalisations depuis ces centres se font à un rythme de tortue. J'ai rien contre les tortues, mais ça avance vraiment très faiblement. Et d'autre part, les renvois vers la Turquie ne sont pas aussi nombreux, et tant mieux, que ceux qu'avait envisagé la Commission européenne et les autres États membres. Et enfin, par ailleurs, on voit que ce double échec renforce la politique de confinement de l'Union européenne, car au sein de ces hotspots qui sont situés sur des îles, lorsque la période maximale de détention de 25 jours en Grèce est terminée, elle arrive à son terme, donc les personnes se retrouvent confinées sur ces espaces insulaires, engendrant des tensions assez importantes entre les autorités, les exilés, voire la population. Et je terminerai là-dessus simplement pour montrer que parfois on a on a des tensions assez importantes, comme au niveau du camp de Moria. Et là, il y a une dépêche de l'AFP donc, qui mentionnait qu'il y a des convergences des luttes parfois qui sont assez improbables, où la mairie de Lesbos, les policiers avaient lancé un mot d'ordre de grève générale pour dénoncer la gestion désastreuse du secrétaire d'État à l'immigration, Yanis Moutzalas. Donc c'est toujours cette dépêche AFP, et je m'arrêterai là. Les migrants donc, ne cessent d'affluer sur l'île au rythme de presque 100 personnes par jour, avec déjà plus de 8500 personnes, dont 6500 dans le cas de Moria, pour une capacité qui est 3 fois moindre. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et comme vous avez parfaitement respecté le temps, on aura le temps d'une question. Si dans la salle, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Non, pas de... C'était parfaitement clair. Bon. Alors, en l'absence... Ah, oui, allez-y. Mais en tout cas interdit a priori de les placer en détention dans les centres, enfin dans des prisons en fait, avec des délinquants. Et vous avez parlé des prisons de district en Serbie, des placements, c'est ça. Alors du coup par rapport à ça, est-ce que l'Union européenne se prononce sur la question? Est-ce qu'il y a un contexte avec la Commission parce que je sais qu'il y a une affaire en Allemagne où il y avait des États fédérés qui n'avaient pas le droit, qui les mettaient en prison et qui avaient donc là la Cour de justice a sanctionné en estimant qu'ils devaient se mettre d'accord avec d'autres États pour les placer en centre de rétention et pas en prison avec des détenus condamnés, ou du moins si c'était passé en prison, c'était dans des conditions bien distinctes. Et du coup, par rapport à la Serbie, merci de cette question. Je n'ai pas la réponse. La Serbie étant pas dans l'Union européenne,
Ils ne sont pas soumis aux mêmes restrictions, même s'ils ont cette fameuse feuille de route où ils sont quand même tenus de s'aligner sur l'acquis européen. Mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas du tout s'ils ont reçu des injonctions à main. Mais voilà, je sais qu'après, c'est très temporaire. C'est toujours dans un objectif de les déplacer ensuite, ce qui ne justifie pas de les enfermer dans une prison de droit commun. Mais après, voilà, c'est souvent des cellules, comme le sont un petit peu les locales de police, dans lesquelles sont parfois enfermées des personnes. Enfin, c'est temporaire. Mais je ne sais pas si l'Union européenne a... En même temps, la frontière est très poreuse entre la question de la rétention et la question de la prison. Oui, et puis des personnes qui vont s'opposer à une mesure d'expulsion peuvent très vite basculer dans la prison. Et donc c'est pour ça aujourd'hui on retrouve dans les prisons. Ouais. Non, mais j'entends bien. Je vais bien. Non, mais c'est une très bonne question. Je vais m'enseigner. Il y a une certaine forme de tolérance quand même de l'Union européenne par rapport effectivement à ces textes qui interdisent effectivement de mettre des personnes avec des détenus de droit commun. On l'a vu pendant très longtemps à Chypre où les gens étaient maintenus pendant plusieurs mois avec des détenus de droit commun et ça posait aucun problème parce qu'ils n'avaient pas les capacités suffisantes. Donc on peut imaginer un jour ou l'autre que ce soit la Bulgarie aujourd'hui, là, qu'on a tendance à voir davantage arriver, qui soit confrontée à davantage de personnes qui arrivent sur son territoire, où on va fermer les yeux pour effectivement faire en sorte d'aller, entre guillemets, vers une meilleure gestion. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et je vous rends les panels avec moins d'une heure de retard maintenant.